compléter ce module, j'aimerais bien avoir une petite réflexion avec vous sur l'inférence statistique et donc la manière dont on fait cette inférence. Alors, c'est quoi d'abord l'inférence statistique? Vous savez qu'en épidémiologie, on travaille sur des échantillons et de ces échantillons, on va calculer des estimateurs et donc de ces résultats échantillonnés, on va les inférer à la population mère, la population générale, sur base de l'inférence statistique. Et donc de cette population, bien sûr, on va tirer les échantillons et là, c'est l'échantillonnage. Et donc l'inférence statistique, c'est le processus qui consiste à établir des généralisations à partir de données d'enquête, donc d'échantillons, en fonction d'un degré calculé d'incertitude. Et donc il y a deux manières de faire de l'inférence statistique, comme on l'a déjà dit dans le cadre d'autres modules. La première façon, c'est de faire des tests d'hypothèses et de mesurer, je dirais, des associations statistiques. L'autre façon de faire, c'est de calculer les intervalles de confiance autour des estimateurs. Alors la première chose en biostatistique, c'est d'établir les tests d'hypothèse. C'est-à-dire que pour réaliser ce test d'hypothèse, on commence par formuler une hypothèse nulle. Et selon l'hypothèse nulle, donc la différence observée sont dues au hasard. Donc l'hypothèse nulle, c'est qu'il n'y a pas donc de différence due entre l'exposition et fatalement la survenue de la maladie. Donc l'hypothèse nulle est exactement l'inverse de l'hypothèse alternative, qui est celle qu'on voudrait démontrer. Et donc après avoir formé une hypothèse nulle, le chercheur va calculer la probabilité que les observations qu'il a faites soient compatibles avec cette hypothèse nulle. Et si cette probabilité est suffisamment faible, il décidera de rejeter l'hypothèse nulle. Et donc un test d'hypothèse permet donc de décider de rejeter ou non cette hypothèse nulle H0 au bénéfice d'une hypothèse alternative H1 avec un certain risque d'erreur statistique. Et donc le statisticien qui réalise ce test d'hypothèse peut prendre 4 décisions différentes à tort ou à raison. Il peut conclure à raison qu'il y a une différence entre les groupes quand une différence au moins aussi grande que la différence observée existe vraiment dans la population. Il peut conclure à raison qu'il n'y a pas de différence entre les groupes quand une différence au moins aussi grande que la différence observée n'existe vraiment pas dans la population. Et puis il peut conclure à tort qu'il y a une différence entre les groupes quand une différence au moins aussi grande que la différence observée n'existe pas dans la population. Et il peut enfin conclure à tort qu'il n'y a pas de différence entre les groupes quand une différence au moins aussi grande que la différence observée existe bien dans la population. Et donc, on va alors comme ça pouvoir évaluer les erreurs statistiques. Les erreurs statistiques en fonction du rejet de l'hypothèse nulle ou du non-rejet de l'hypothèse nulle. Et donc, s'il y a la différence, l'association est présente alors que vous avez rejeté l'hypothèse nulle, c'est bien la puissance statistique, la puissance qui est 1 moins bêta. Si la différence ou l'association est présente et vous n'avez pas rejeté l'hypothèse nulle, c'est ce qu'on appelle l'erreur bêta. Si la différence de l'association est absente, or vous avez rejeté l'hypothèse nulle, c'est l'erreur alpha. Et si la différence d'association est absente alors que vous n'avez pas rejeté l'hypothèse nulle, c'est, je dirais, le niveau de confiance 1 moins alpha. Donc le type ou les types d'erreurs, donc d'abord l'erreur alpha, où c'est l'erreur de type 1, donc mesure la probabilité de conclure à tort qu'il y a une différence entre les groupes quand une différence n'existe pas dans la population. L'erreur bêta ou erreur de type 2 mesure la probabilité de conclure à tort qu'il n'y a pas de différence entre les groupes quand une différence existe vraiment dans la population. Et puis la probabilité complémentaire de l'erreur bêta est désignée comme la puissance du test. La puissance, donc c'est 1 moins bêta, la puissance du test mesure la probabilité de détecter une différence entre les groupes lorsque ceux-ci existent vraiment. Par convention, on se contente souvent d'une puissance de 80% et généralement c'est ça qu'on va utiliser dans, je dirais, nos mesures statistiques et épidémiologiques, mais on peut choisir de tirer un échantillon avec une taille suffisante pour garantir une puissance de 90% ou par exemple de 95%. Et puis l'autre manière de faire de l'inférence, c'est de mesurer les intervalles de confiance autour des mesures épidémiologiques. Et donc on tente de répondre avec l'intervalle de confiance à la question suivante. Quel est l'ensemble des valeurs les plus probables pour le paramètre dans la population? Regardez, j'ai mon échantillon, je mesure
un paramètre, une mesure d'association, quelle est la borne inférieure, quelle est la borne supérieure, donc quelles sont les limites de confiance, l'intervalle de confiance autour de mon paramètre qui sont le reflet de la mesure dans la population avec une probabilité de se tromper de 5%. L'intervalle de confiance est donc un intervalle de valeurs donnant la précision d'un paramètre estimé à partir d'un échantillon. Par exemple, l'intervalle de confiance à 95% d'un risque estimé R indique que si le processus d'estimation de ce risque était répété 100 fois de suite, R, le risque, serait retrouvé 95 fois dans l'intervalle de confiance, borne inférieure, borne supérieure. Donc on dit aussi que la vraie valeur de R a 5% de chance d'être en dehors de l'intervalle de confiance et cet intervalle est calculé à partir de la probabilité de 5% et des caractéristiques bien sûr de l'échantillon. Et donc les deux bornes de l'intervalle de confiance sont appelées limite supérieure et limite inférieure de cet intervalle. Regardez ici la présentation d'un intervalle de confiance, donc la présentation de résultats d'une étude sous la forme de mesures d'effets avec un intervalle de confiance permet donc d'apprécier directement la précision de l'estimation. C'est cette présentation qui est recommandée. Regardez, le risque relatif d'une étude est égal à 2 avec une signification statistique avec une p-valeur inférieure à 0,05. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intervalle de confiance, la limite inférieure et la limite supérieure autour de l'estimateur 2. La borne inférieure est de 1,8, la borne supérieure est de 2,2. Donc dans le premier cas, on apprend que le risque relatif est estimé à 2 et qu'il y a moins de 5% de chance de se tromper en concluant que l'effet vrai mais inconnu est au moins égal à 2. Dans le second cas, le risque relatif bien sûr est toujours égal à 2, mais on note que si l'expérience était répétée dans tous les échantillons de même taille théoriquement possible, on obtiendrait dans 95% des cas une estimation du risque relatif qui se situerait entre 1,8 et 2,2, ce qui reflète bien sûr d'une bonne précision d'estimation puisqu'on voit que la limite inférieure et la limite supérieure sont très, je dirais, étroitement liées à cette valeur moyenne de 2. Et donc, on doit aussi interpréter l'intervalle de confiance. Et donc, l'intervalle de confiance, lorsqu'on le calcule, lorsqu'on le mesure, on est certain à 95% que le paramètre de la population mère, donc l'inférence des résultats échantillonnés vers la population mère, se trouve dans cet intervalle, donc où l'intervalle à 95% contient la vraie moyenne pour 95% des échantillons et donc fatalement la probabilité d'avoir la réalité de la population mère se trouve bien à 95% dans cet intervalle de confiance. Et donc, la largeur de l'intervalle et donc son degré de précision va fortement dépendre de deux éléments, de la taille de l'échantillon et on l'a déjà vu, si la taille de votre échantillon est élevée, vous aurez des précisions meilleures autour de vos estimateurs avec des intervalles de confiance le plus étroit possible autour de votre estimateur et on peut aussi varier la largeur de l'intervalle en fonction du risque d'erreur choisi et donc si alpha augmente, l'intervalle de confiance diminue et donc vous pouvez aussi moduler vos erreurs statistiques. Je prends l'exemple d'une étude analytique, d'une étude cas témoin et je refais l'ensemble de la démarche qu'on avait déjà fait dans un module précédent avec une étude de cohorte. Donc voilà, j'ai une étude cas témoin entre le cancer et le tabagisme et donc voilà comment se répartit la table avec 63 malades, 43 témoins et 92 personnes qui consomment du tabac et 14 qui n'en consomment pas. On peut calculer les cotes. Cote chez les exposés, 60 sur 32, ça fait 1,9. Cote chez les non exposés, 3 sur 11, ça fait 0,3. Je peux alors entrer dans ma démarche statistique où je pose mon hypothèse nulle d'indépendance entre l'exposition et l'événement. Je vais la confirmer ou l'infirmer grâce au test Key-Carré de Pearson, donc faire un test statistique pour voir s'il y a cette indépendance ou pas. Et je prends la formule simplifiée du test Key-Carré de Pearson avec la formule qu'on a déjà vue dans un module précédent. Et donc ici, le Key-Carré est de 9,6. Je prends ma table du Key-Carré et je vois la signification statistique. 9,6, c'est une p-valeur qui est bien inférieure à 0,01. Donc c'est très important, sur base d'une formule simplifiée, de rapidement
faire ressortir l'association statistique. Conclusion du test, on rejette donc l'hypothèse nulle d'indépendance entre le cancer et le tabagisme, puisqu'il y a une forte association statistique entre les deux. Donc l'association entre le cancer et le tabagisme est statistiquement significative. Et puis on rentre alors dans les mesures d'association et d'impact au niveau épidémiologique. Et donc pour une étude cas témoin, on va calculer le rapport de Cotte. Rapport de Cotte, donc A fois D sur B fois C, 6,88, donc avec un intervalle de confiance de 2,04 à 23,16. Ah, regardez, donc cet intervalle de confiance, il est assez large, hein. Donc là, le niveau de précision n'est pas très bon, autour de l'estimateur de 6,88. Donc les sujets fumeurs ont un risque pratiquement de 7 fois plus grand de faire un cancer que les sujets non fumeurs. Et puis en termes de mesures, je dirais, d'impact dans une étude cas témoin, on est assez restreint. On peut calculer juste une fraction étiologique du risque. Donc on peut le calculer suivant les formules qu'on a vues dans un module précédent. La fraction étiologique du risque ici est de 85,5%. Donc si le tabagisme est une cause du cancer, explicable sur un plan biologique, 85% des cancers chez les fumeurs pourraient être attribués à leur tabagisme et donc éliminés si ces personnes n'avaient pas fumé. Voilà ce qui termine, je dirais, ce petit module sur l'inférence statistique et l'importance de bien calculer les intervalles de confiance, de les interpréter et comme ça de pouvoir transférer ces résultats de son échantillon à sa population mère. Il nous reste encore un petit aspect pour terminer cette réflexion sur les mesures d'association en épidémiologie, c'est de voir la stratification et la façon dont on prévient les biais de confusion en épidémiologie.